Mesdames, Messieurs, bonjour, amis téléspectateurs. J'enlève mon masque pour bien vous faire croire, vous faire comprendre que je suis présent. Je vous souhaite donc une bonne journée de samedi. Et vous avez dû entendre cette information qu'il y a un Alex Montpierre qui est mort. Je suis Alex Montpierre, mais derrière Alex, il y a Marie-Georges. Je suis Alex Marie-Georges Montpierre. C'est pas moi qui suis mort, c'est mon cousin Alex, le fils de mon oncle Privat, qui est mort en métropole à l'âge de 80 ans. Vous voyez, nous sommes tout proches, Alex et moi. Et non seulement nous sommes cousins, mais nous étions également des amis d'enfance. Nous formions un petit groupe, un petit groupe, on peut dire. C'est pas une bande, c'est un petit groupe. Il y avait donc lui-même Alex. Il y avait un jeune homme, Mels, qui habitait à la cour Lutin. Il y avait mon ami Bidogo, qui habite actuellement aux Abîmes. Et il y a un qui a disparu, je ne sais plus parler, c'était Julien Golombric. Alors, on était tout le temps ensemble, on faisait les 400 coups, vous imaginez bien. Eh bien, Alex est mort, eh bien, je tiens à rassurer mes amis que je suis bien vivant. Et ça a donné, si vous voulez, des histoires cocasses. Par exemple, il y a un élu des Abîmes qui travaille souvent avec moi, qui, exaspéré d'appels de plusieurs collègues de la municipalité, il dit, vous avez entendu que Alex, mon père, est mort? Il a fini par leur dire, Anja Dizot a pas Alex en nous qui est mort. Alex en nous. Donc, je suis l'Alex en nous pour les Abîmes et je suis également le Alex en nous pour nos téléspectateurs, puisque j'ai été assailli, je le dirais, d'appels. Et le plus cocasse, c'est un ami qui n'est pas franc-maçon, je suis franc-maçon, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un ami qui me dit, Alex, je dis mon mot. Mais le type me parle, je dis non, je ne suis pas mort, mais il sanglote. Je dis non, mon ami, je ne suis pas mort. C'est un cousin, excuse le problème, l'éponyme en quelque sorte, mais c'est pas moi. Alors, on a continué à parler, et jusqu'à la fin, il me dit, ah, tu peux comprendre que moi. Bon, bref. Alors, mais le plus cocasse à présent, je suis franc-maçon. Et quand un franc-maçon est mort, il y a une cérémonie funèbre qui est organisée en loge. Alors, je reçois un appel d'un vénérable maître qui me dit que c'est lui qui a été choisi pour présenter mon oraison funèbre. Je dis, désolé mon frère, c'est pas pour cette fois-ci. Reprends ton texte, garde-le au chaud, ça peut arriver, demain il peut tomber, il y a le Covid, il y a n'importe quoi qui peut tomber sur moi, une crise cardiaque, un accident dans la route. Je dis non, c'est pas encore mon tour. Et puis le grand architecte de l'univers, parce que nous, francs-maçons, nous appelons Dieu le grand architecte de l'univers. Je lui ai dit simplement, le grand architecte de l'univers m'a confié certaines missions. Et s'il ne m'a pas encore appelé, c'est qu'il considère que les missions auxquelles je dois assurer l'exécution n'ont pas encore abouti. Donc c'est pourquoi qu'il me garde encore en vie. Et le jour où je mourrai, c'est que le grand architecte de l'univers, donc Dieu, le Père, aura considéré que ma mission est terminée et qu'il me rappelle. Alors ça m'amène aussi à aller dans l'allégorie, puisque, rappelez-vous, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, on a dit, il est mort sur la croix, a été enterré, et le troisième jour est ressuscité des morts. Alors, l'allégorie mort, enterré et ressuscité. Alors, je ne suis pas mort, je ne suis pas enterré, et par conséquent, je ne suis pas ressuscité. Je continue de mener ma petite vie normale, comme les gens me connaissent, hein, sans chichi. Et j'essaie d'apporter, comme le disaient les vieux, un petit zig d'amour
pas beaucoup, mais au moins un petit zig d'amour à ceux que je connais, à ceux qui m'entourent, à ceux que je vois tous les jours et pour lesquels j'ai beaucoup d'estime et pourquoi pas beaucoup d'amour. Ceci étant dit, je dois vous parler d'un fait juridique. Vous vous souvenez de cette dame, Madame Halimi, juive de son état, 65 ans, qui a été assassinée à son domicile et défenestrée, c'est-à-dire qu'on l'a jetée par la fenêtre. Et les experts ont donné leur avis sur le tueur, l'assassin, et ça a été amené jusqu'à la Cour de cassation par les avocats de la défense. Et voilà que la Cour de cassation a rendu son arrêt. Je vais vous lire l'arrêt, pas tous, mais l'essentiel de l'arrêt. Il est dit ceci. Une personne qui a commis un acte sous l'emprise d'une bouffée délirante abolissant son discernement ne peut pas être jugée pénalement, même lorsque son état mental a été causé par la consommation régulière de produits stupéfiants. En effet, la loi ne prévoit pas de distinction. La loi ne prévoit pas de distinction selon l'origine du trouble psychique, a tranché la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Alors vous imaginez bien que beaucoup de gens se sont élevés contre une telle décision. Mais la Cour de cassation ne juge pas les faits. La Cour de cassation juge en droit. Si le droit dit ce qui est écrit là, et que les experts ont démontré que le monsieur en question était dans un état ne permettant pas le discernement entre ce qu'il faisait et la réalité, donc on ne peut pas le juger. Alors par conséquent, cet homme qui ne sera pas jugé sera interné dans un hôpital psychiatrique. Mais être interné dans un hôpital psychiatrique n'est pas un internement à vie. Des médecins peuvent le juger, l'examiner par la suite, et une fois qu'il n'aura plus cet état reconnu psychiatriquement, il sera libéré. Alors on va se retrouver avec un tueur, assassin, meurtrier, en liberté, alors que son acte n'aura jamais été jugé. Alors je vous en parle aussi parce qu'actuellement, il y a un procès qui se déroule à la cour d'assises de la Guadeloupe. Il y a un monsieur qui est jugé depuis une semaine pour le meurtre de 2 de ses compagnes. Dans tous ses propos, il a toujours dit qu'il était conseillé par le diable. Est-ce que l'arrêt de la Cour de cassation ne va pas bénéficier à cet individu qui aurait tué 2 femmes, 2 femmes d'origine dominicaine, de la République dominicaine, qui aurait partagé sa vie, qui aurait même eu un enfant pour lui. Et si le président de la Cour d'appel de Basse-Terre ou la Cour de cassation tient compte de cet arrêt de la Cour de cassation, il est fort probable que ce monsieur soit déclaré non coupable. Alors j'en parle, je ne veux pas influencer le jury
les jurés de cette cour d'assises, mais il est certain que, comme on le dit, la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de France, qui a rendu un tel arrêt, ça peut prêter à certaines confusions. Là, on précise bien qu'il avait consommé beaucoup de cannabis. Il avait fumé, pas consommé, il avait fumé beaucoup de cannabis. L'individu qui est actuellement en justice prétend que régulièrement il avait des contacts avec le diable, Lucifer en quelque sorte, quoi. Et que, dirigé par ce Lucifer, il aurait fait disparaître ses deux épouses. Il y a de quoi se questionner. Hein. D'ailleurs, le président du CRIF, M. Francis Khalifa, a fait un article dans le journal du CRIF qui dit ceci: il ne peut y avoir de droit sans justice. Voilà un sujet pour les philosophes, ça. Il ne peut y avoir de droit sans justice. Question qui est posée et que je vous pose moi-même, est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a pas de droit sans justice? Il est précisé aussi, les magistrats de la Cour de cassation ont manqué de courage et ont fait la preuve de lâcheté. Je ne pense pas qu'ils ont fait preuve de lâcheté. Plutôt que de prendre la responsabilité courageuse d'une décision faisant jurisprudence, comme elle en a la possibilité, elle a renvoyé la balle au législateur. Alors voilà un travail que M. Dupond-Moretti, grand avocat devant l'Éternel et actuellement garde des Sceaux, aura à trancher. Et M. Khalifa, dans son article, dit ceci aussi: la Cour de cassation rejette la possibilité qu'on se tienne en France le procès de l'antisémisme islamique qui tue. Parce que le monsieur en question aurait, en proférant son acte, lu quelques textes du Coran. Alors, était-il suffisamment conscient pour diffuser des textes du Coran en tuant cette dame et ne pas être suffisamment conscient pour être jugé? Toute la question est là. Comme on dit, on ne discute pas une décision de justice, mais nous sommes en face d'une question et d'un questionnement. Il ne peut y avoir de droit sans justice. Vous savez, quand Napoléon a fait créer le code civil par d'éminents juristes consultes, je vais vous les citer d'ailleurs, Portalis, Bigot de Priompneux, Malville, il ne prévoyait pas tout ça. Parce qu'à l'époque de Napoléon, même un fou pouvait être guillotiné ou pendu. Est-ce que notre droit a régressé? Est-ce que notre droit mérite d'être changé? C'est la question qui est posée par cette phrase. Il ne peut y avoir de droit sans justice.
Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus et samedi prochain, nous allons faire le point. Je vais vous autoriser même à vous prononcer par le téléphone. Je vais ouvrir la ligne pour que les gens puissent s'exprimer sur cette question. Peut-il y avoir de droit sans justice? Et le premier président de la Cour d'appel de Basse-Terre, que je connais bien, doit se poser la même question. Et la procureure générale qui a ce dossier à traiter, là, doit être bien embarrassée pour prendre une réquisition. Autrement dit, mesdames, messieurs, depuis la semaine qui vient de commencer, là, monsieur le préfet, la directrice de l'ARS et madame la rectrice se sont réunis pour durcir quelque peu les procédures quant au Covid. Il est évident que si la maladie devient de plus exponentielle, il faut trouver des solutions pour l'arrêter. Et ce qui a été choisi, tout particulièrement, c'est d'étendre le couvre-feu. Donc, c'était à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Ça a été ramené à 17h, à 19h. C'est-à-dire qu'à partir de 7h du soir, à partir de ce soir, les gens devront être chez eux à partir de 7h du soir. Et si la police contactée ou contrôlée après 7h du soir et compagnie ont raison sérieuse pour te dire après 7h du soir, ça va coûter 135 €. Et là, j'ai une pensée, évidemment, pour ces dames qui travaillent du sexe, les travailleurs du sexe, comme on les appelle. Généralement, c'est le soir qu'elles travaillent. Elle va être au chômage, là. Est-ce qu'il y a une caisse de compensation qui leur permettra d'être un petit peu, pas ça, moi, pas dédommagé, mais au moins soutenu, ben, il y a aussi l'argent. Parce qu'une travailleuse du sexe, c'est son métier, hein. Le soir, pour arrêter le fantasme de certains hommes qui auraient pu commettre des aléas si elles n'étaient pas là. Donc, on devrait tenir compte de tout ça. Je ne sais pas si l'Agence régionale de l'emploi a prévu quelque chose dans ce sens, mais il est certain que ces dames vont être au chômage et qu'il serait souhaitable qu'on puisse leur apporter un petit peu d'argent pour subsister. Pas pour survivre, mais pour subsister. Moi, au premier confinement, je suis resté sans revenu, parce que vous savez, je suis professionnel libéral. Je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas un salarié, donc je ne gagne de l'argent que lorsque mon cabinet est ouvert. Et comme les clients ne pouvaient pas venir me voir, donc je n'avais pas de recettes. Alors, ces dames se trouvent un petit peu comme moi là maintenant. Elles vont être privées de recettes. Bien sûr, dans mon activité, il y a toujours un petit peu d'argent qui rentre, même si ce n'est pas un client nouveau, mais les clients anciens apportent un petit peu d'argent. Vous pouvez toujours boucher un trou. Mais les travailleurs du sexe, pas ni clients qui viennent porter l'argent à eux, hein. C'est, je dis là, ça fait, vous payez moins, au revoir et merci. Alors, pensons à ces dames. Et si on peut leur apporter notre concours, aussi modeste que ça peut être, il y a des organisations humanitaires qui apportent de l'aide, notamment maintenant pour Saint-Vincent. Ben, ces dames qui sont chez nous peuvent être considérées aussi comme des victimes et méritent aussi qu'on leur apporte une assistance.
Autrement, mesdames, messieurs, vous savez qu'ici à Canal 10, nous sommes toujours ouverts. Les gens viennent nous apporter des informations, nous les acceptons, nous les traitons. Et une de nos collaboratrices à Canal 10, une journaliste, a eu quelques soucis. On a voulu lui faire porter le chapeau dans une affaire dont elle n'est pas responsable. Alors, bien entendu, nous sommes solidaires avec notre ami. Et je lui dis que je lui apporte mon total soutien. Et s'il le faut, je peux même participer en direct dans une émission qu'elle anime pour que les gens réagissent sur ce qui est en train de lui arriver. La turpitude des autres ne peuvent pas porter préjudice à des gens qui n'ont rien commis. J'en connais pas mal de cas comme ça. Hein. Bon, je ne veux pas m'étendre, je ne veux pas mettre les gens en difficulté en citant tel ou tel cas. Mais il y a des cas où les gens sont poursuivis alors qu'ils ne méritaient pas de l'être. Il y a des gens qui sont, disons, portés devant la scène alors qu'ils devraient être restés en retrait. Nous allons entrer bientôt, comme je vous l'ai dit samedi dernier, au Grand Prix du Conseil régional pour les élections régionales et cantonales. Il y a beaucoup d'écuries qui se sont déjà manifestées, mais tous les chevaux n'ont pas encore été sélectionnés. Alors, je ne vais pas terminer ici sans apporter également mon grand soutien, mon grand respect même à une Guadeloupéenne qui vient d'être élue vice-présidente d'une organisation interrégionale. Elle se reconnaîtra, c'est la sœur d'un ami. Je lui suis donc beaucoup de courage dans cette nouvelle fonction. Eh bien, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pensez à la question qui est posée. Peut-il avoir du droit sans justice? D'ici là, je vous souhaite donc de passer un bon week-end. Et j'espère vous retrouver samedi prochain dans le cadre du Forum libéral, en pleine forme. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, je suis vivant, je ne suis pas mort. Et vous allez me retrouver avec force et vigueur samedi prochain. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.